Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε η εκπομπή Βουλής Βήμα έχει τη χαρά να φιλοξενεί τον Λουί Ζισκάρ ντ'Εστέν, πρόεδρο του Ιδρύματος Βαλέρι Ζισκάρ ντ'Εστέν και γιο του αείμνηστου Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας. Monsieur d'Estaing, bienvenue en Grèce et à la chaîne parlementaire. Merci beaucoup de votre accueil. Vous êtes ici à l'occasion de l'anniversaire des 50 ans de la première visite officielle de votre père ici à Athènes. Que signifie pour vous ce moment historique? C'est un moment très, très fort dans la vie, bien sûr, des relations entre la France et la Grèce, mais c'est un moment très fort aussi dans la vie de mon père, puisqu'il a été élu président de la République française en 1974, un an avant ce voyage officiel qu'il rendra en Grèce en 1975, et il a un attachement très fort pour la Grèce, pour la culture hellénique et pour tout ce que ça représente pour lui de projet européen et de philosophie d'un projet européen. Et en fait, il manifeste d'ailleurs cet attachement à la démocratie grecque dès sa prise de fonction, puisque quelques semaines après avoir été élu président de la République, il est élu le 19 mai 1974, à la suite de la disparition prématurée du président Georges Pompidou, qui meurt de maladie en mois d'avril 1974, ce qui crée une nouvelle élection présidentielle à laquelle mon père est candidat, et il remporte cette élection face à François Mitterrand au deuxième tour, avec un peu moins de 51% des voix pour un peu plus de 49% pour François Mitterrand. Donc une élection très très importante pour la vie politique française. Il est le plus jeune président de la République à ce moment-là élu en France. Et dans les semaines qui suivent sa prise de fonction, il sait que les choses sont en train de changer en Grèce, puisqu'il y a eu les événements à Chypre qui font que la dictature des colonels est sur le point de péricliter. Et il y a en France cet homme d'État grec, Constantin Karamanlis, qui est en exil en France depuis, je crois, 1963, et qui se prépare à revenir en Grèce pour essayer de restaurer la démocratie. Et ça, c'est le 23 juillet 1974, et mon père prend la décision de mettre son avion présidentiel à la disposition de Constantin Karamanlis pour qu'il puisse rejoindre Athènes dans des conditions de sécurité et de discrétion qui garantissent son retour dans les meilleures conditions possibles. Et c'est finalement un très beau signe de cet attachement à la Grèce qu'il manifeste dès 1974. Le niveau de relation bilatérale est très haut. La phrase Grèce-France Alliance est historique. A commencé avec vous et Konstantinos Karamanlis, continué avec Andreas Papandreou et François Mitterrand. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est devenu Grèce-France Nouvelle Alliance, comme il a dit à son allocution au Parlement hellénique. Alors, comment est-ce que vous jugez l'importance des relations franco-helléniques?
Bien, elles sont, comme vous le dites, elles sont très étroites, elles sont sans nuages, et elles manifestent, quand il le faut, une solidarité très forte. Parce que quand on a dit alliance, qu'est-ce que ça voulait dire? Après le retour de la démocratie en Grèce, avec l'arrivée de Constantin Karamanlis, en effet, que nous avons contribué à faire revenir. Vous avez disposé l'avion présidentiel. Voilà, il est arrivé. C'était un moment historique pour la Grèce. Et là, il y avait des menaces extérieures sur la mer Égée, parce qu'il n'y avait pas encore une stabilité politique complète. Et donc le gouvernement grec, les autorités grecques craignaient des incidents, craignaient une agression. Enfin, ils ont demandé notre aide. Et nous avons mis au point avec Constantin Karamanlis un système, nous n'allons pas en reparler, mais dans lequel nous apportions une assistance à la Grèce en cas de danger. Et donc c'est pour ça qu'on a pu parler en effet d'alliance. Et aujourd'hui on a une nouvelle alliance. Bon, elle n'est pas tellement nouvelle, c'est la même, puisque vous avez cité... Qui continue. Oui, ça continue. Je crois qu'il vaut mieux inscrire ça dans la continuité, n'est-ce pas? Parce que c'est une vieille histoire qui remonte à la culture, qui remonte à l'origine, et qui remonte au fait qu'il n'y a jamais eu de conflit entre les Grecs et les Français, jamais, à aucune époque. Et qu'au contraire, au moment de l'indépendance de la Grèce, au moment des batailles qui ont eu lieu, des batailles navales, de l'installation du premier gouvernement grec à Nafplion. Vous avez un monument sur la place de Nafplion parce que c'est la marine française, l'armée française qui était là pour soutenir les insurgés. Donc c'est une alliance, je dirais, de naissance en quelque sorte et qui se continue maintenant. Ilfa Gia Nafero Ston Elenico Lao Ston Azelfico Heretismo ton laon tis Evropis. Est-ce que vous avez de souvenirs de la relation de votre père avec Konstantinos Karamanlis? À l'époque, vous étiez adolescent. Oui, à l'époque, je suis adolescent. Mon frère et mes sœurs ne sont pas non plus, nous ne sommes pas dans la vie politique. Nous sommes encore trop jeunes, on fait nos études, mais des discussions que nous avons en famille, bien sûr, très vite, il y a entre mes parents et nous cette discussion sur le fait que, évidemment, la restauration de la démocratie grecque, à travers le retour de Constantin Karamanlis et son élection, font que nous parlons de cela, parce que mes parents avaient été en Grèce pour leur voyage de noces. Mes parents se marient en décembre 1952 et en janvier 1953, mon père propose à maman, donc ils venaient de se marier, que leur voyage de noces se passe en Grèce au mois de janvier et ils sont restés un mois. Est-ce que vous connaissez qu'en 2009, votre père a été honoré par le Parlement grec et pendant l'entretien avec moi, il a raconté cette histoire du voyage de noces? Voilà, et en fait, cette histoire, bon, nous en avons toujours entendu parler, et il faut dire que c'était quelque chose de très particulier, puisque il ne vient pas en Grèce pendant l'été pour profiter du climat et de la mer. Et non, il vient au mois de janvier pour visiter les lieux historiques de la Grèce antique. Et avec maman, dans des conditions, on va dire, assez spartiates, pour prendre un terme approprié, parce qu'effectivement, la Grèce est à ce moment-là dans une situation de grande pauvreté, de difficulté pour se remettre de la période de la guerre. Alors, dès l'époque que vous avez disposé l'avion présidentiel à Konstantinos Karamanlis pour qu'il puisse retourner en Grèce, il y a 35 ans. Pour les Grecs, vous êtes un philhellène fervent. D'où provient cet amour pour la Grèce? Il y a beaucoup de raisons. Alors, la plus simple, c'est l'éducation. Si vous voulez, dans l'éducation classique française, que j'ai eu comme petit garçon, comme lycéen, on apprenait le grec classique. On avait 2 heures de cours par semaine pendant 4 ans.
Alors on apprenait l'écriture, la grammaire, les verbes. Au lycée, tout ça. Tout ça en 4 ans. Et à la fin, on arrivait à lire à peu près un texte grec classique. Moi, je pouvais lire un dialogue de Platon, un peu difficilement, mais je pouvais. Donc c'est l'origine. Et ce qui m'avait frappé, c'était l'extraordinaire force de la pensée grecque de cette époque. Extraordinaire. Philosophie. Oui, c'était donc, pendant des années, j'ai lu les dialogues de Platon. Je les lisais en français, bien sûr. Et j'ai un livre dont une très bonne traduction dans la Pléiade. Et c'est un des livres les plus usés de ma bibliothèque. Je l'ai lu et relu. Et alors ensuite, c'était une espèce d'idéalisme, parce que j'ai compris que notre langue, toute notre langue intellectuelle est grecque, en fait. La structure est plutôt latine, la prononciation plutôt latine, mais les mots sont grecs. Oui. Tous les mots abstraits de la politique, de la philosophie, de la science sont des mots grecs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je regrette un peu, je plains les Français qui ne connaissent pas la langue grecque, parce qu'ils perdent beaucoup de l'origine de leur propre langue. Έρχομαι ως αντιπρόσωπος του γαλλικού λαού. Ως μαθητής, ως φίλος και ως συνεταιρός. Et quand vous êtes devenu politicien, ça c'est devenu plus fort, cet amour pour la Grèce comme politicien. Oui, bien sûr, moi je suis venu pour mon voyage de noces, en fait, et dans une Grèce qui était encore très souffrante de la guerre, en fait. C'était les années d'après-guerre, la Grèce était très pauvre, en fait. Elle avait été occupée, il y avait eu des difficultés politiques énormes, et ainsi de suite. Et alors, c'était pas du tout le pays actuel. Par exemple, nous sommes allés à Thyra, à Santorini. Et à Santorini, on montait à Santorini sur des mulets. Il n'y avait pas de téléphérique. Ah oui, bien sûr. Mulets, ça. À l'époque. Il n'y avait pas d'hôtel. Il n'y avait pas d'hôtel. Nous sommes allés dans une école. On nous a prêté une chambre. Et nous sommes ensuite allés visiter l'ancienne Styra, qui est au bout de l'île, vous savez. Et nous sommes allés à Mulets. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de voiture. Et la ville d'Athènes était très différente. Et comme ça, vous étiez plus proche du peuple grec. Oui, en un sens, naturellement. Et puis alors, je parlais un petit peu, je parlais le grec classique, mais quand vous parlez de grec classique, vous pouvez lire les inscriptions, parce que c'est les mêmes. Pour les hôtels, pour ça, c'est les mêmes mots, en réalité. Donc je parlais un petit peu le grec et un peu le démotique pour la vie quotidienne. L'année 1974 était historique, en général historique. Oui. Qu'est-ce que vous tenez? Vous tenez un magazine, c'était quoi ça? Alors, là, c'est une des images les plus marquantes de cette année 1974. Ici, c'est en fin d'année 1974, c'est dans l'île française de la Martinique. Que le président Valéry Giscard d'Estaing, le jeune président, invite le nouveau président américain, qui a pris ses fonctions également pendant l'été 1974, donc Gerald Ford, qui succède à Richard Nixon, qui a démissionné à cause du scandale du Watergate. Et le président français invite son homologue américain à venir faire un sommet bilatéral entre la France et les États-Unis, il n'y a pas d'autres pays présents, pour parler des affaires du monde et de la meilleure coordination qu'il pourrait y avoir entre les principales économies occidentales. Donc, alors le G7. C'est la création du G7. Et si vous voulez, dans cette
Voilà, c'est au bord de la piscine de l'hôtel où a lieu le sommet, donc le président français, le président américain Gerald Ford. Et ici, ce personnage en maillot de bain dans la piscine, c'est Henry Kissinger, le secrétaire d'État américain, extrêmement connu, un des diplomates les plus connus de cette période dans le monde entier. Et c'est là où, dans la discussion entre le président français et le président américain, est né le concept du G7, dont la première réunion se tiendra d'ailleurs en France, au château de Rambouillet, l'année suivante, en 1975. Maintenant, vous représentez la Fondation Valéry Giscard d'Estaing. Quel est le rôle de cette fondation? Alors, la Fondation Valéry Giscard d'Estaing a été créée de son vivant, par celui dont la fondation porte le nom. Donc, c'est mon père qui décide de créer une fondation sur le modèle de ce que nous avons en France déjà, la Fondation Charles de Gaulle. Et il y a l'Institut Georges Pompidou qui donc ont comme principale vocation de mettre en évidence, de valoriser l'action politique de ces grands hommes politiques qui ont été les 3 premiers présidents de la Ve République en France depuis 1958, puisqu'ils se sont succédés. Valéry Giscard d'Estaing ayant été d'abord ministre des Finances du général de Gaulle, puis ministre des Finances du président Pompidou, et il leur succède comme président de la République. Elle était le plus jeune ministre de Finances, votre père. Oui, il est très jeune ministre des Finances. En fait, il rentre dans le premier gouvernement que constitue le général de Gaulle, quand le général de Gaulle, en fin d'année 1958, devient président de la République. Et il rentre au gouvernement comme secrétaire d'État aux Finances. Le ministre des Finances était un homme politique chevronné, expérimenté, qui s'appelait Antoine Pinay. Et mon père est secrétaire d'État, donc est adjoint de ce ministre des Finances, Antoine Pinay. Et puis en 1962, Antoine Pinay se retire de la vie politique et mon père est nommé par le général de Gaulle à 36 ans, le plus jeune ministre des Finances, et il reste pendant 4 années le ministre des Finances du général de Gaulle. Et puis ensuite, il deviendra, à partir de 1969, de l'élection de Georges Pompidou, son ministre des Finances pendant 5 années, jusqu'au décès du président Pompidou. Que représente la Fondation Valéry Giscard d'Estaing à la réalité contemporaine, et surtout pour les jeunes? Alors très précisément, notre rôle, c'est de faire connaître toute l'action politique qui a été mise en œuvre par mon père, en fait, dans sa vie politique. Pas simplement pendant les 7 années où il est président de la République, mais aussi de façon plus générale, puisque nous aurons certainement l'occasion de parler après de son rôle sur l'Europe, et dans la Convention pour la démocratie européenne, mais également avant 1958, où il commence sa vie politique en Auvergne et dans la région où je suis moi-même élu. Et c'est ce qui est important, c'est de montrer l'ensemble de ce qu'il a pu accomplir, mais plus spécialement, vous avez raison, pour les jeunes qui, étant nés après 1981, par exemple, n'ont pas connaissance de tout ce qui a pu être réalisé par ce jeune président qui a beaucoup réformé la France, qui a beaucoup apporté de concepts nouveaux dans la vie politique française et donné des droits nouveaux aux femmes, aux jeunes, à l'opposition, aux consommateurs, aux personnes handicapées. Grand réformateur. Et les jeunes s'intéressent à tout ça? Les jeunes s'intéressent pour ceux qui veulent, je dirais, mieux comprendre le pays dans lequel ils se situent et son histoire politique. Oui, ces jeunes-là s'intéressent. Et puis, il y a malheureusement toute une grande partie de la jeunesse qui n'est pas très avide de comprendre l'évolution de notre société, de notre pays, ou en tout cas, c'est notre rôle d'essayer de leur faire mieux comprendre. Et c'est par exemple la raison pour laquelle nous avons fait faire cette... C'est une bande dessinée, c'est une bande dessinée, exactement,
qui est destinée à être mise en place dans tous les collèges et les lycées en France pour faire comprendre ou faire découvrir à des jeunes l'histoire politique. Même les enfants, oui, bien savoir sûr. qu'est-ce qui a passé. Vous avez aussi une coopération avec des autres fondations, comme la fondation Konstantinos Karamanlis. Exactement. Nous considérons que dans le rôle de la fondation Valéry Giscard d'Estaing, il faut continuer à faire vivre des relations exceptionnelles qui ont pu lier cet homme politique français avec d'autres dirigeants dans le monde entier. Et vous avez évidemment ici, en Grèce, un exemple tout à fait remarquable d'une relation exceptionnelle qui s'est nouée par les circonstances, finalement, politiques, pour l'un et pour l'autre, et pour le calendrier historique. Nous évoquions 1974 et le retour de la démocratie en Grèce. Et donc, cette relation entre Constantin Karamanlis et Valéry Giscard d'Estaing, nous voulons la continuer à la faire vivre. Et nous le faisons avec la fondation Konstantinos Karamanlis. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση λαού από την εποχή της απελευθερώσεως, όπως την χαρακτήρισαν οι ξένοι δημοσιογράφοι, πραγματοποιήθηκε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, όταν εγνώστη ότι επιστρέφει στην Ελλάδα ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμανλής για να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας. Ο κόσμος, με συντριπτική πλειοψηφία τους νέους, πλημμύρισε τους δρόμους από την πλατεία Συντάγματος μέχρι του αεροδρομίου του Ελληνικού. Και με χιλιάδες αυτοκίνητα κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο για να υποδεχτεί τον Έλληνα πολιτικό που επέστρεφε στην πατρίδα ύστερα από 11 περίπου χρόνια με αεροπλάνο που έθεσε στην διάθεσή του ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Giscard d'Estaing. Est-ce que vous tenez un archive concernant la mise à disposition à Konstantinos Karamanlis de l'avion présidentiel? C'est un sujet très intéressant sur lequel j'ai personnellement travaillé avec les archives nationales françaises. Et en réalité, il n'y a aucune trace dans les archives nationales de la décision que prend mon père de mettre son avion à disposition du futur Premier ministre Constantin Karamanlis. Pourquoi ça? Probablement parce que c'est une décision qu'il prend de façon très spontanée. Il doit probablement le dire à une décision personnelle. Oui, personnelle, et qu'il dit à son aide de camp militaire. Je suis persuadé que c'est parce que son chef de cabinet n'a pas de mémoire de cela. Donc c'est probablement passé directement avec son aide de camp militaire et à qui il a dû dire « vous appelez l'armée de l'air, puisque ça relève de l'armée de l'air française, vous appelez l'armée de l'air pour dire que je mets à disposition mon avion pour qu'il aille à Athènes, je crois, le lendemain ou le soir même du 23 juillet 1974. Χτυπάει το τηλέφωνο, άκουγε και εγώ μίλαγα, βγαίνει από το μπάνιο που ήταν δίπλα του στο σπίτι με τις πιζάμες του, μου λέει δεν σου είπα να κάνεις γρήγορα να επιβεβαιώνεις και να κλείσεις το τηλέφωνο? Του λέω δεν μπορώ κύριε πρόεδρε, λέω πώς θα κλείσω το τηλέφωνο, είναι ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, λέω αυτή τη φορά. Ήταν ο Giscard στο τηλέφωνο. Το πήρε, μου λέει κάτσε εδώ πέρα, είχε και το τηλέφωνο, πήρα και το δεύτερο ακουστικό, ξέρετε τα τηλέφωνα εκείνης της εποχής είχαν και ένα δεύτερο ακουστικό, μου λέει άκουσε και εσύ μου ξεφύγει τίποτα, και όταν άκουσα ότι του είπε ο Giscard d'Estaing ότι διαθέτει εκείνος αεροπλάνο και θα τον ειδοποιήσουν σε μισή ώρα το πολύ από το κέντρο Σένα, να πούμε. Όμως θα γίνει,
ενθουσιάστηκα εγώ, είχα γίνει... Αφού ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μας διαθέτει, λέω, αεροπλάνο, λέω, θα περιμένουμε τώρα από το ΝΑΤΟ. Ο Ζισκάρ είχε έναν απέραντο θαυμασμό για τον Καραμαλή. Τον είχε γοητεύσει. Και όταν ήρθε εδώ πέρα, θυμάστε, ο Ζισκάρ λέει πώς μπήκαν στην κοινή αγορά. Λέει δεν βάλαμε την Ελλάδα, λέει τον Καραμαλή βάλαμε στην κοινή αγορά, είπε ο Ζισκάρ. Αν θυμάστε καλά. Valéry Giscard d'Estaing était toujours présent au moment historique de Grèce et à la marche européenne de Grèce. Que symbolise cette cravate que vous avez choisi d'emporter aujourd'hui et hier à l'ambassade de France en Grèce? Oui, j'ai choisi de porter une cravate qui m'a été offerte par mon père, qui a donc une très forte valeur aussi pour moi sentimentale, et qui en fait est la cravate qui est la cravate de Hellenic Presidency of the European Union 2003. Donc c'est la cravate de la présidence grecque de l'Union européenne de 2003 et qui est la période où les travaux de la Convention pour les institutions européennes que présidait mon père arrivent à maturité. Et c'est pendant ce sommet, je crois à Salonique, que lui est remis le projet de traité européen. Votre père était un visionnaire. Il avait toujours un regard en avance. Alors, quel serait son regard aujourd'hui en ce qui concerne l'Union européenne actuelle? C'est très difficile de le faire parler par rapport à une évolution que nous vivons aujourd'hui. Ce que je peux dire de ce qu'il a exprimé à plusieurs reprises, c'est qu'il souhaitait que le problème de l'élargissement de l'Europe, jusqu'à atteindre 27 pays, soit mieux compris et mieux maîtrisé par les institutions européennes elles-mêmes, puisqu'il a été chargé finalement d'essayer de réformer ces institutions après l'élargissement. Et il considérait que c'était une erreur parce que la méthode qu'il avait d'ailleurs utilisée quand il a fait en sorte que la Grèce puisse rejoindre ce qui était à l'époque la communauté économique européenne dès 1979, il considère qu'évidemment tout cela doit se préparer et ne doit pas être subi par les autres pays, doit être mieux partagé, mieux compris. Et c'est, je pense, ce qu'il aujourd'hui trouverait regrettable, c'est le fait que les institutions européennes n'ont pas forcément toutes pris en compte cette diversité nouvelle résultant de l'élargissement et aux anciens pays, notamment de l'Est, qui ont rejoint maintenant de façon très importante l'Union européenne. Comment est-ce que vous imaginez l'élargissement de l'Europe de 27? Il faut s'arrêter. Bon, voilà. Jusqu'ici? Il faut vraiment s'arrêter. On a fait un élargissement énorme et très rapide. Pensez que quand la Grèce est entrée... C'était un choc, c'est-à-dire pour le peuple, cet élargissement rapide. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Si vous faites partie d'un club, d'une association, etc., que tout à coup, les membres de cette association, il y en a 2 fois plus. Ça change. Bon. L'Europe, quand la Grèce est entrée, c'est-à-dire 1979, n'est-ce pas, c'était encore un ensemble de 10 pays. Ouais. Maintenant, les 27, bon, ils ne les connaissent pas. Si vous demandez de donner la liste, ils ne les connaissent pas. Donc, quand on leur dit on va continuer d'élargir, mais vous allez vous arrêter quand? Tous les pays ont des frontières. D'abord, il y a les frontières pour des raisons de sécurité, pour des raisons également d'immigration, il y a des frontières. Donc on ne peut pas déplacer les frontières sans arrêt, indéfiniment. Donc on a fait un grand élargissement, parce que le dernier tout de même n'est pas très ancien. Il n'est pas complètement fini, il y a encore des inégalités fortes de revenus, de conditions de travail et ainsi de suite. Donc il faut terminer cette affaire. Et je dirais pendant 20 ans, il ne faut plus parler d'élargissement. D'ailleurs, une des raisons du vote négatif de certains Européens, c'est l'élargissement, il ne faut pas se tromper. Alors l'élargissement peut changer la vision du début pour l'Europe unie? S'il y a de nouveaux élargissements, le projet initial est fini. Bon. Le projet initial, c'était un projet, n'est-ce pas, très, très intéressant, avec les gens qui le proposaient étaient des esprits très forts, et c'était l'idée de faire un ensemble européen. Et finalement de terminer non pas avec un État européen au sens classique, mais avec un ensemble politique européen.
que par exemple, vous, au lieu de vous considérer seulement comme grec, vous diriez, moi je suis une grecque européenne, moi je suis un français européen, etc. Donc il y avait un vrai projet. À partir du moment où on l'étend à des pays très éloignés et qui ne partagent pas ce projet, qui n'ont pas du tout cette le projet est fini. Donc ça deviendrait une organisation régionale des Nations Unies, en fait, avec peu de pouvoir et peu d'influence. Et quel serait son regard face aux problèmes économiques, politiques, sociaux que la France vise aujourd'hui? Alors d'abord, sa vision des finances publiques françaises est une vision dont on peut mesurer aujourd'hui à quel point elle était très importante dans son esprit. Il fallait avoir un pays avec une économie forte pour pouvoir avoir une monnaie forte qui préparait l'euro, puisque c'est lui, avec Helmut Schmidt, avec le chancelier allemand Helmut Schmidt, c'est lui qui prend la décision de créer le système monétaire européen. À l'époque, nous avions donc le franc français et il y avait le Deutschmark. Et le franc français était une monnaie qui était toujours plus faible que le Deutschmark. Et cela avait comme inconvénient que souvent nous étions même amenés à dévaluer notre monnaie pour essayer de compenser les écarts de change avec la monnaie allemande. Et donc l'une des obsessions de mon père, c'était d'avoir des finances publiques françaises qui soient les plus saines possibles pour pouvoir ensuite rejoindre le Deutschmark et créer une monnaie européenne, et ça a été la création de l'euro. Et c'est lui qui vraiment, avec le chancelier Helmut Schmidt, fait tout ce qu'il peut pour que ces deux économies, l'économie française et l'économie allemande, soient en mesure de soutenir une monnaie commune. Alors, aujourd'hui, à quel niveau se trouve l'axe franco-allemand? Alors, l'axe franco-allemand n'est plus évidemment à la hauteur de ce qu'il a été quand mon père cultive, avec son homologue allemand Helmut Schmidt, cultive une relation très forte pour prendre des décisions ensemble et ensuite les faire partager par les autres pays de ce qui était d'abord la communauté économique européenne et ce qui deviendra l'Union européenne. Et il considère que c'est évidemment stratégique pour l'Europe que les dirigeants français, les dirigeants allemands aient une même vision de l'avenir de l'Europe. Depuis, les choses, évidemment, ont pris d'autres tournures. Il y a eu des différents dirigeants en France et en Allemagne qui n'ont pas entretenu la même proximité. Ils avaient une grande chance, Helmut Schmidt et mon père, ils avaient une grande chance, c'est d'avoir travaillé ensemble comme ministre des Finances de leurs pays respectifs avant d'accéder aux responsabilités majeures de président en France et de chancelier en Allemagne. Puisque pendant les 3 années précédentes 1974, Helmut Schmidt est le ministre des Finances allemand et Valéry Giscard d'Estaing est le ministre des Finances français. Et ils apprennent à se connaître, même si politiquement, ils n'étaient pas sur les mêmes orientations. Helmut Schmidt était un social-démocrate et mon père un libéral du centre-droit. Monsieur le Président, les Français sont traditionnellement des européistes. Étant donné que dans quelques pays de la communauté européenne domine l'euroscepticisme, comment peut-on préjuger l'avenir d'une véritablement Europe unie? Bon, pour l'instant, c'est pas très satisfaisant. Bon. Il ne faut pas raconter des histoires, il ne faut pas tromper les gens. Ça n'est pas très satisfaisant. On l'a vu au moment des élections, où il y a eu un peu plus de 40% de personnes qui ont voté, c'est-à-dire moins de la moitié. Gros pourcentage d'abstention. Oui, un gros pourcentage d'abstention. Et un pourcentage très supérieur à la première élection. La première élection s'est faite quand j'étais président de la République. C'était juste au même moment, d'ailleurs, que l'entrée de la Grèce dans l'Union européenne, c'est 1979. Il y a eu la première élection et la participation était beaucoup plus élevée. Parce que les gens mettaient de l'espoir dans ce que l'Europe allait pouvoir faire. Alors ils ont désespéré. Aujourd'hui, ils ont de l'ignorance, indifférence. C'est quoi? Ils ne comprennent pas les institutions européennes. Excusez-moi. D'abord, l'Europe n'est plus la même. Elle s'est beaucoup agrandie. Alors, ces agrandissements, ils étaient nécessaires. Il fallait les faire, naturellement. Seulement, ça a changé la nature. Parce qu'autrefois, les Européens se connaissaient bien.
Les Français connaissent Ils étaient plus proches. Les voisins, etc. Et la Grèce, quoique un peu éloignée, ils la connaissaient bien. Il y avait beaucoup de Grecs qui venaient travailler à Paris, dans des petits métiers, qui rentraient ensuite à Athènes ou dans les villes grecques. Donc il y avait des relations. Et après, l'élargissement? Moins. Moins. Et donc, si vous voulez, ça veut dire que les gens se disent, mais cette Europe, est-ce que c'est la nôtre? Bon, il fallait le faire, donc il ne faut pas revenir en arrière, mais on n'a peut-être pas assez expliqué, on n'a peut-être pas assez consulté les gens, et surtout, on n'a pas réformé les institutions. Ne comprend pas le vrai sens des institutions européennes. Non, et les dirigeants non plus. Les dirigeants, si vous regardez leur comportement, sont redevenus plus nationaux. Quand nous avions des réunions dans les années justement 80, 70, 80, dans ces réunions, nous, ensemble, dans le petit groupe, on cherchait le bien de l'Europe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment va-t-on faire, etc. Actuellement, quand il y a des réunions, les gens rentrent dans leur capitale et disent « j'ai obtenu ceci de l'Europe ». Pas du tout la même chose. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de divisions entre l'Europe. Est-ce que vous pensez qu'il y a un danger pour l'unité de l'Union européenne? Il y a toujours un danger quand il y a des risques de divergence sur des sujets majeurs. Je prendrai un exemple, c'est la question de l'énergie. Évidemment, la France a développé, grâce à mon père, un programme d'électricité à base de centrales nucléaires que nous avons construites, qui ont été construites pour l'essentiel entre 1974 et 1981 et dont nous bénéficions toujours, qui produit donc une électricité à origine nucléaire. L'Allemagne a pris une autre option, qui a été le gaz russe, et pour partie de fermer les centrales nucléaires, ce qui ensuite les oblige à réouvrir les centrales au charbon, ce qui est contraire au principe de l'environnement et de la protection de l'environnement. Donc là, il y a des points sur lesquels il est absolument essentiel qu'il y ait une meilleure coordination des politiques, en particulier sur la question de l'énergie entre la France, entre les dirigeants français et les dirigeants allemands. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'alliance franco-hellénique et aussi sur le domaine de défense? La Grèce et la France sont des pays qui ont évidemment une responsabilité importante sur les questions de défense vis-à-vis de l'Europe, compte tenu de la problématique de la Turquie et de son voisinage avec la Grèce. Donc de longue date, cette question a été finalement posée d'une aide de la France vis-à-vis de la défense grecque. Ça remonte même avant mon père, mais c'est en tout cas quelque chose qui a été clairement établi. La Grèce aspire à une sécurité et évidemment la question du périmètre de l'OTAN crée un point d'interrogation. Donc il est très important que la France et la Grèce continuent à cultiver cette relation sur les sujets de défense. Le problème, c'est d'organiser l'Europe. D'ailleurs, l'opinion le sait. Elle n'arrive pas à comprendre les mécanismes qui sont trop compliqués, il faut reconnaître. Ils ne distinguent pas le Conseil, la Commission, le Conseil de l'Europe. Le traité de Lisbonne. Pardon? Le traité de Lisbonne. C'est difficile à comprendre aussi. Oui, il est illisible. Vous me direz qu'on ne lit pas les traités, sauf pour s'endormir. Mais enfin, il est illisible. Non, et il n'y a pas de pensée simple qu'on explique aux citoyens grecs ou français. Voilà, on va leur dire des choses simples. Au début, on leur disait une chose simple, qui était « il n'y aura plus la guerre ». Oui. Une chose simple. Ils étaient contents. Ah bon, il n'y aura plus la guerre. Non, c'est fini. Dans toutes nos familles, imaginez en Grèce, c'est pareil, il y a des souvenirs de guerre. Il y a eu des victimes, il y a eu des morts, il y a eu des gens qui ont souffert, ainsi. C'est fini. Bon. Donc on disait une chose. Et maintenant, les peuples sont confusés. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils attendent par la communauté européenne. Voilà. Alors, je crois que simplement, il faut leur dire ça. Il faut bien comprendre. Le monde actuel s'organise en grand ensemble. Grand ensemble. Les États-Unis, c'est un grand ensemble. La Chine devient un très grand ensemble. L'Inde, le Brésil. Bon. Nous sommes tout petits. On est perdus. La France. Donc, le problème maintenant, c'est la dimension. Si nous nous mettons ensemble, la dimension européenne est importante.
Donc on peut défendre nos valeurs, défendre aussi nos intérêts, ce qui est tout à fait normal, mais on le fait avec l'appui de la dimension. Si on veut le faire individuellement, on ne peut pas. Et donc le peuple le sait, le sent. Ce qui fait d'ailleurs que même si les gens ne comprennent pas bien l'Europe actuellement, quand il y a un problème comme la crise actuelle, économique, oui. une grande crise, les gens, tout le monde dit qu'est-ce que l'Europe fait. Ils ont besoin d'être ensemble. Dans leur tête, ils voudraient qu'on soit capable de faire des choses ensemble. Est-ce que vous pouvez partager avec nous des mémoires de Valéry Giscard d'Estaing comme père, pas comme politicien? Oui, 4 enfants, politiciens, seulement vous. Je suis le seul à avoir, parmi nous étions 4 enfants, malheureusement notre jeune sœur nous a quittés, mais je suis le seul à avoir effectivement poursuivi dans la vie politique, même si pendant la première partie de ma vie professionnelle, j'étais dans une entreprise privée française et pas dans le monde politique. Mais j'ai souhaité ensuite revenir vers la politique parce que je considère que l'un des problèmes de la politique en France, précisément, c'est d'être trop souvent tenu par des technocrates, par des gens qui sont dans l'administration, qui n'ont jamais vécu dans une entreprise, qui n'ont jamais cherché à conquérir des marchés, à avoir des clients, à savoir ce que c'est qu'une comptabilité. Voir les difficultés de la vie quotidienne. Oui, exactement, et de comprendre les mécanismes de l'économie, parce que nous avons en France, malheureusement, une culture trop souvent tournée vers l'État, trop souvent tournée vers l'État-providence, qui arrive aux limites de ce que nous vivons en ce moment en France, c'est-à-dire une crise de la dette et un problème de déficit structurel de nos dépenses publiques. Et alors, votre père était comment comme père? Il était présent? Père, il avait du temps disponible pour vous? Oui, il avait du temps disponible et il était surtout d'esprit très libéral, c'est-à-dire qu'il nous a laissé chacun choisir nos vies professionnelles, nos orientations. Ma jeune sœur était la plus scientifique de nous 4 et finalement elle a été docteur vétérinaire, qui était en France l'un des concours les plus difficiles. C'est une profession très très difficile d'accès, plus que la médecine. Parce que les vétérinaires en France sont en nombre limité et donc elle a choisi cette orientation. Ma sœur aînée est allée vers les sciences politiques, mais ensuite vers le monde de l'édition et de la littérature. Et donc en fait, et mon frère Henri, lui, a choisi d'aller d'abord vers la politique, puis ensuite il est venu vers le monde de l'entreprise et il a dirigé avec succès le Club Méditerranée pendant 15 ans. Donc voilà. Mais l'idée de mon père, c'était de nous laisser finalement choisir nos choix de vie et d'être là pour nous accompagner, mais pas pour nous imposer ses décisions. Votre père était un philhellène fervent, il même connaît l'ancien grec. Oui. Alors vous, comment est-ce que vous sentez vers la Grèce? Que signifie pour vous la Grèce? Pour moi, la Grèce signifie quelque chose d'abord auquel ma famille, mes parents, même mes grands-parents paternels aussi étaient extrêmement attachés. Donc c'est quelque chose qui fait partie de notre culture, la relation entre finalement notre univers familial. Il y a un liaison fort. Oui, c'est une relation très forte et très, je dirais, intime, au sens où pour nous, c'est naturel d'avoir cette affinité vis-à-vis de la Grèce. Je crois d'ailleurs que parmi les touristes qui viennent en Grèce, les Français sont très nombreux et que c'est quelque chose qui manifeste aussi cette relation spéciale que les familles ou que la culture française nourrit avec la culture hellénique. Monsieur d'Estaing, je vous remercie pour cet entretien. Je vous remercie de m'avoir accueilli. Efkaristo.
Au revoir.